Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la lutte contre le terrorisme en Afrique, alors que le Burkina Faso enregistre semaine après semaine de nouveaux morts, dont 29 pour la seule journée du 8 septembre dernier. Dans deux attaques dans le nord du pays, les chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés ce 14 septembre à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors d'un sommet extraordinaire, rencontre à l'issue de laquelle les dirigeants de la CEDEAO ont adopté un plan d'action de mobilisation de ressources à hauteur d'$1 milliard sur 4 à 5 ans pour faire face à l'expansion de la menace terroriste du Sahel vers le sud et les pays côtiers. Ce plan d'action peut-il se révéler efficace? Les outils mis en place pour lutter contre ce phénomène sont-ils toujours adoptés? Quelle réponse finalement face à la montée des attaques terroristes sur le continent? Eh bien, pour en parler, je reçois sur ce plateau Ousseynou Pouy. Bonjour Ousseynou. Bonjour M. Diallo. Alors, vous êtes colonel à la retraite, ancien expert paix et sécurité des Nations Unies et de l'Union africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités à votre... Avec nous également sur ce plateau, Dr Gilles Yabi. Docteur, merci d'être là. Merci à vous. Alors, merci bien. Vous êtes donc consultant indépendant d'analyse des conflits, président fondateur du think tank citoyen Waki, mais vous avez également été directeur du bureau de l'Afrique de l'Est de l'International Crisis Group. Merci donc d'être sur ce plateau de Médian en TV Afrique. D'ailleurs, nous allons commencer avec vous. Mobiliser $1 milliard sur 4 à 5 ans pour la formation des unités étrangères dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, des ressources financières qui vont également permettre aux États d'organiser, de mutualiser les informations récoltées par leurs unités de renseignement, entre autres décisions prises par les dirigeants de la CEDEAO lors de ce sommet extraordinaire à Burkina Faso. La première appréciation que vous faites de ces décisions qui ont été prises à l'issue de cette rencontre? Je commencerai par dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a une prise de conscience de la gravité de la situation. Je crois que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest se détériore depuis de nombreuses années, et elle se détériore particulièrement au Sahel, mais pas seulement. Et je crois que la très grande rapidité avec laquelle le Burkina Faso, on l'a vu, on le voit quasiment quotidiennement presque s'effondrer face à une succession d'attaques terroristes, je crois que cela a amené les chefs d'État de la région à apprécier la gravité donc, de ce qui se passe et à convoquer ce sommet extraordinaire sur la lutte contre le terrorisme. Donc la première bonne nouvelle, c'est le sentiment un peu d'urgence face à cette situation. Je dirais la deuxième bonne nouvelle, à mon avis, c'est le fait que la CEDEAO, en tant qu'organisation ouest-africaine, ait l'intention de reprendre un peu le leadership dans la réponse à la menace sécuritaire dans la région. Pendant de nombreuses années, la CEDEAO a été plutôt marginalisée dans la résolution de la crise au Mali et de manière plus générale dans le dispositif qui s'est mis en place dans le Sahel, où il y a énormément d'acteurs. Mais il ne suffit pas d'avoir envie d'être leader, il faut montrer qu'on a les capacités d'être effectivement le leader politique dans la résolution de cette crise sécuritaire. Et ça, on va le voir seulement lorsque ce plan d'action sera mis en œuvre. Et je terminerai peut-être juste par un troisième point, c'est l'annonce, disons, d'$1 milliard à investir dans la lutte contre le terrorisme. Je crois que ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le fait d'annoncer cette mobilisation, c'est le fait que, pour une fois, on ne commence pas par dire que ce $1 milliard viendra des acteurs extérieurs. Pour une fois, on dit ça va venir d'abord des États de la région et ensuite, on va aussi faire appel aux partenaires extérieurs. Je crois que c'est très important de rappeler à toute la population de la région que l'enjeu, c'est notre avenir, l'enjeu, c'est l'avenir de nos jeunesses, des prochaines générations. Et donc, quel que soit l'appui des forces extérieures et des acteurs extérieurs, en réalité, c'est à nous de prendre conscience de la gravité de la situation. Alors, deux bonnes nouvelles, comme l'a cité Dr Yabi, un plan d'action qui doit nécessiter la mobilisation d'$1 milliard comme ressources financières pour mettre en œuvre ce plan d'action. Mais mon colonel, j'ai envie de vous demander, ce plan d'action peut-il se révéler efficace compte tenu de la montée des attaques terroristes dans la sous-région? Merci M. Diallo. Docteur Yabi, bonjour. Bonjour. Moi, je crois que la nouvelle, elle est bonne, elle est aussi qualitative. Je veux dire que ces actions au Mali et
tout ce qui tourne autour du Mali, du G5 Sahel, ont été des actions d'une rapidité extrême. C'est vrai qu'on ne peut pas compter le temps, mais en 3 ans, 4 ans, cette déflagration a fait exploser les frontières de certains pays. Le Mali en a reçu pour sa part. Et le Burkina Faso actuellement est en train effectivement de vivre un drame. Quand on voit les séquences, la pluricité et la rapidité des actions qui sont menées contre ce pays, c'est comme si ce pays était particulièrement ciblé ou était le ventre mou de l'ensemble des pays touchés par la crise. Le plus important, c'est que le common sense, le sens commun, a toujours existé. Et à mon avis, les gouvernants ont dû se dire que faire pour avoir une bonne administration de la chose. C'est de tous nous lever à la fois et de porter parole. Parce que quand on regarde la zone, on a l'impression que c'est un guêpier. Effectivement, c'est frotte, c'est pique qui s'y frotte. C'est en même temps une termitière. Il y a beaucoup de monde qui grouille à l'intérieur. C'est aussi une ruche. Pourquoi? Parce que les gens y travaillent de la façon la plus sérieuse. C'est que la menace, elle est pesante, elle est lourde. Et la menace, les gens n'ont pas eu, dès le début et dès le départ, même pas la prémonition, l'analyse nette et claire, que c'est un danger qui est total. Mais quand on regarde le nom de la mission au Mali, c'est une mission multinationale. Quand on décortique le mot multinational... Laquelle des missions? Parce qu'il y a beaucoup de forces qui sont présentes sur le Mali. Il y a la MINUSMA. Je prends la mission la plus puissante qui soit, et la plus large qui soit. L'ONU y est. La MINUSMA. La MINUSMA y est. Donc qu'est-ce qui vient après le MINUSMA? Les autres viennent en conjonction à la MINUSMA. Mais cette mission, c'est une mission multidimensionnelle. Elle dépasse les 3 ou les 5 D. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui sont concernés par ce conflit ont toujours eu à travailler et de qualité et de bonheur par rapport aux crises qui sont passées dans la région. Justement, nous allons y revenir. Mais docteur, il a évoqué la force, la MINUSMA et d'autres forces présentes sur le sol malien. C'est vrai que depuis 2015, on a vu énormément de ressources financières ont été mobilisées au volet militaire. Est-ce que finalement, il n'y a pas ce problème, autant pour moi, de coordination entre les forces militaires en place pour venir à bout de ce phénomène? Oui, bon, lorsqu'on a une prolifération de forces et d'institutions qui sont impliquées dans la gestion d'un conflit ou d'une crise, on a toujours le risque d'une déperdition de moyens, d'une absence de coordination et un peu d'une dispersion de l'énergie et des forces. Je crois qu'en ce qui concerne le Mali, il faut aussi rappeler qu'on n'est pas simplement en face d'un risque terroriste au Mali ou dans le Sahel. On est en face d'une situation d'insécurité qui est lié à une prolifération de groupes armés. Certains sont catalogués comme étant terroristes parce qu'ils mènent des actions terroristes, mais moi je rappelle toujours que le terrorisme c'est d'abord un mode d'action. Ça ne nous dit pas grand-chose sur la nature de ces groupes. Vous avez à côté des groupes qui commettent des actes terroristes, des groupes armés qui commettent énormément de violences aujourd'hui dans la région et qui ne sont pas des groupes terroristes. Ce sont des groupes, notamment par exemple d'autodéfense. Ils ont été beaucoup plus impliqués dans la plupart des violences au cours des derniers mois au Mali, au centre du Mali comme au Burkina Faso, plus que les groupes purement terroristes. Donc je crois que ça c'est important de rappeler ça et c'est important de rappeler par exemple que la mission multidimensionnelle, la MINUSMA au Mali, elle n'a pas comme mandat principal de lutter contre le terrorisme. Elle n'a même pas ce mandat-là en réalité, puisque c'est une force quand même des Nations Unies, plutôt de maintien de la paix, qui est là d'abord pour accompagner le processus de paix au Mali, et notamment la mise en œuvre de l'accord dit d'Alger, disons, de l'accord de Bamako issu du processus d'Alger. Et donc, on a vraiment une situation très complexe. Aujourd'hui, tout le monde oublie un peu cet accord, par exemple. Il faut mettre en œuvre un accord qui est extrêmement ambitieux, qui prend énormément de retard. En réalité,
réalité, on est très peu optimiste sur ce que ça va devenir, et en même temps, gérer la situation du terrorisme dans le centre du Mali, qui déborde clairement sur le Burkina Faso, gérer le fait qu'on n'a plus simplement un foyer, de terrorisme, mais on en a plusieurs. Au Burkina Faso, il y a un autre groupe qui est lié à l'État islamique qui est très implanté. Donc, on a une situation qui est extrêmement complexe. Et la réponse, c'est non seulement, bien sûr, les forces militaires, mais c'est aussi beaucoup des changements importants dans la gouvernance politique. Dans la gouvernance politique, on reviendra surtout sur la réponse apportée face à l'expansion de cette menace qui devient transfrontalière. Vous avez évoqué le G5 Sahel, cette force conjointe. C'est vrai que depuis sa création, elle pose beaucoup de questions sur son efficacité. Et on a vu qu'à l'issue de cette rencontre, les dirigeants de la CEDEAO ont demandé à la communauté internationale, au Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies, de donner un mandat plus offensif à la MINUSMA. Vous pensez que cette demande est justifiée dans ce contexte de menace terroriste? Cette demande, la justifier, poserait beaucoup de problèmes. Ce qui est certain, c'est que le déroulement des événements permet de penser que si des options stratégiques et militaires ne sont pas prises, il y aura beaucoup de dégâts encore. Et la mission peut se trouver bloquée dans ses principes. Parce que ce qui est important souvent, c'est la conception tout à fait au départ, qu'il n'y ait pas de hiatus. Pas de hiatus dans la conception telle qu'elle soit stratégique et technique, qu'elle soit logistique. Les moyens financiers même peuvent venir après, mais qu'il n'y ait pas de hiatus surtout du point de vue contractuellement humain. Savoir exactement à qui on a affaire et comment faire en sorte que la menace puisse baisser sa garde. Et certainement, ou la neutraliser ou l'annuler. Mais le plus difficile pour les chefs d'État et les gouvernants et les administrés a été le hiatus de la perception du danger. Le hiatus de la perception de la fabrication de la réponse. Parce qu'une réponse se fabrique. Si maintenant dans la conception il y a une divergence, mais c'est sûr que dans la manœuvre, il n'y aura pas les mêmes moyens, il n'y aura pas les mêmes effets. Les résultats escomptés seront minimes par rapport à ce qui est attendu réellement. Le G5 Sahel, la MINUSMA, la force Barkhane et puis beaucoup d'autres mécanismes de lutte, finalement, on se demande est-ce que les outils mis en place par les pays qui mettent sur pied cette institution sont encore adaptés au contexte de cette menace terroriste, Julie Yaby? Je dirais deux choses. La première, c'est dans ce type de discussion, on a toujours tendance à voir la situation actuelle et en l'occurrence dégradée et à se dire, ça veut dire que presque que rien n'a été fait ou que tout ce qui a été fait ne produit pas de résultat. Je crois qu'il faut nuancer cela puisqu'on ne sait jamais la situation alternative. Si on n'avait pas eu, disons, les réactions qu'on a et si on n'avait pas les forces qui sont présentes sur le terrain, on ne sait pas exactement si la situation n'aurait pas été pire que ce que l'on a aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut toujours nuancer. Il faut aussi reconnaître, par exemple, qu'une mission comme la MINUSMA a perdu énormément d'hommes. C'est la mission des Nations Unies qui a perdu le plus d'hommes dans l'histoire des missions de paix. Donc ça montre bien qu'on est en face de quelque chose de très difficile et qu'il n'y a pas une réponse facile. Je crois que c'est important de le rappeler. Le deuxième élément, c'est... Aujourd'hui, je crois qu'on oublie un facteur essentiel, c'est qu'on n'a plus simplement des groupes armés qui, par exemple, comme en 2012-2013, étaient des petits groupes dans les contreforts de la région de Kidal, etc., assez éloignés, disons, des zones de concentration des populations. Aujourd'hui, on a des groupes armés qui sont très ancrés localement, qui recrutent localement, qui sont dans des zones qui sont relativement denses, peuplées et qui sont dans les zones aussi où il y a une grande diversité ethno-culturelle. C'est ce qui se passe au centre du Mali, c'est ce qui se passe au Burkina Faso et c'est pour ça qu'on est arrivé à une situation où aujourd'hui il y a des violences qui sont commises par des groupes terroristes, il y a des conflits locaux qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes, mais il y a aussi des acteurs locaux qui profitent de la situation pour régler leurs propres comptes. Et on a aussi
des indices très clairs de l'implication parfois d'acteurs politiques nationaux dans, disons, le soutien, par exemple, à des groupes d'autodéfense qui commettent des crimes. Donc on est face à cette situation-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement, même si on imaginait qu'on avait des moyens aériens, par exemple, on ne peut pas aller bombarder des villages parce qu'on pense que dans certains, il y a des terroristes qui sont présents. Donc ça veut dire la seule réponse, elle doit être extrêmement intelligente, elle doit reposer probablement beaucoup plus sur le renseignement et sur le rapport avec les populations, le fait de regagner le cœur des populations, que sur l'usage de moyens militaires extrêmement lourds. Donc vous préconisez non seulement que les solutions soient concentrées sur le volet militaire, mais également des échanges de renseignements entre les différents pays concernés, c'est bien cela? Oui, il faut tout en même temps. Il faut des moyens militaires. Lorsque vous avez en face des groupes armés qui sont solidement armés, vous n'allez pas les rencontrer gentiment. Donc il faut bien sûr des moyens militaires. Mais les moyens militaires, Juliaby, ça pose problème parce qu'on a 5 millions de kilomètres carrés pour 5 000 hommes. Mathématiquement, ça veut dire chaque militaire pour 5 000 kilomètres carrés. Ça ne pose pas problème? Oui, bon, on ne peut jamais raisonner de manière aussi carrée par rapport à la superficie qui est en jeu, mais c'est vrai que c'est un point important lorsqu'on parle de ces pays-là, du Mali, du Niger, dans une moindre mesure du Burkina Faso, on est en face de territoires qui sont extrêmement vastes et ce n'est pas du tout la même problématique qui se poserait dans des pays, disons, à superficie plus petite. Mais cela étant dit, les zones de concentration des violences sont quand même relativement localisées et identifiées. Je crois qu'aujourd'hui, l'usage de moyens militaires, à nouveau, c'est indispensable d'instaurer un rapport de force avec les groupes armés, sinon on accepte une disparition des États. Et moi, je pense qu'on ne peut pas, dans notre région, renoncer à construire des États et à les sauver, parce qu'on n'a pas encore créé d'alternative aux États pour créer, disons, un environnement de paix et de sécurité pour les populations. Par contre, la question n'est pas moyens militaires ou pas de moyens militaires, la question est quels moyens militaires et est-ce qu'on accompagne cela d'une vision très claire de l'objectif? Est-ce qu'on accompagne cela d'une approche civile qui tient compte et qui écoute également les acteurs qui sont présents sur le terrain? Pendant longtemps, on a eu des réponses qui sont pensées dans les capitales et en réalité qui ne tiennent pas compte de ceux qui connaissent vraiment le terrain et qui sont sur le terrain. Je crois que maintenant, il faut réellement changer d'approche et il faut écouter beaucoup plus les acteurs, notamment des collectivités territoriales qui sont dans ces zones-là. Et il faut penser collectivement de manière très intelligente la réponse. Alors, quels moyens militaires, parce qu'il faut changer d'approche, comme il a rappelé, finalement, quels moyens militaires faudra-t-il mettre sur pied pour une réponse efficace face à cette expansion ou cette montée des attaques terroristes dans la sous-région? Moi, je pense qu'il faut honnêtement beaucoup de moyens militaires et que ces moyens militaires et toutes les composantes possibles. Pourquoi le calcul est vite fait? Le docteur vient d'en parler. 5 000. Vous avez les 4 500 de Barkhane, on est autour de 10 000. Moi, j'ai vu en Bosnie la mise en place de 30 000 hommes sur un terrain aussi petit que la Bosnie, avec au moins 2 000 contrôleurs de police, 32 000 personnes, tout confondu. Et quand il a fallu peser du point de vue militaire, et l'OTAN a pesé, et l'ONU a pesé. Quand il a fallu maintenant aller vers le développement et quitter un peu les opérations, on a vu l'OSCE prendre place et assurer un développement qui a permis à la Bosnie d'être et serbe, et croate, et bosniaque. Mais sur un terrain comme ce dont nous parlons aujourd'hui, il est regrettable qu'on n'y ait pensé qu'à une dizaine de milliers de personnes. Si les moyens ne sont pas lourds et fortement engagés et humainement denses, le cadrage n'étant pas fait, il sera extrêmement difficile d'extirper le mal de cette bande. C'est dire que les moyens militaires sont nécessaires, inévitables. Mais ça ne veut pas dire que c'est du tout. L'autre partie, c'est le développement. Le développement, en quoi qui fera appel aux ONG, à la haute administration, l'administration de développement, et qui travaillera essentiellement de façon à relever le niveau critique
de vie des populations. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des conflits. Le développement a eu à s'accélérer. Or, dans notre zone, on ne sent pas tellement le développement arriver, encore moins si développé. On a pensé qu'à la lutte, cette lutte-là s'accompagne d'un certain type de développement sur le terrain. Oui, mais le G5 Sahel a une mission également, une autre mission d'impulser une dynamique de développement dans les pays membres de cette force. Oui, mais vous savez, M. Diallo, le G5, même si son financement pose encore problème. Ils sont à court de beaucoup de choses. Il faut le dire, c'est difficile à comprendre et facile aussi à comprendre. Ils sont à court de beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a toujours pensé que la mise en place des cercles concentriques permettrait d'élargir le grand cercle. Mais malheureusement, les cercles concentriques que nous avons au Mali n'ont pas cette tangence, n'ont pas ces points communs qui permettent de dire que cette zone, c'est une zone havre de paix. On peut y commencer un développement humain, un développement agricole, un développement sur le plan agronomique, un développement sur le plan culturel comme a dit Dr Yabi, un développement sur le plan historique. Il faut un accrochage, il faut un ancrage de tous ces petits modules qui permettent au G5 de se réaliser dans cet espace qui est le sien. Et c'est l'espace qui est fortement inhabité, mais fortement aussi secoué par le peu de terrorisme qui s'y passe. Alors, là, c'est clair, puisque nous sommes dans les réponses à apporter face à cette menace. Dr Julie Yabi, le G5 Sahel, même si son financement pose de plus en plus problème, l'idée en soi, certains observateurs estiment qu'elle est bonne. Aujourd'hui, vous pensez qu'elle peut constituer ou qu'il peut constituer un début de réponse à ce phénomène? Alors, bon, moi je fais partie de ceux qui, dès le début du G5 Sahel, ont été très sceptiques sur la nécessité d'avoir une nouvelle institution. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas avoir un programme focalisé sur les 5 pays, ces 5 pays-là, avec une approche spécifique, puisque ce sont les pays qui étaient clairement les plus exposés. Mais j'ai mis un doute très rapidement sur le fait qu'on crée des nouvelles institutions alors qu'on a des ressources qui sont limitées. Moi, généralement, c'est, je pense, des choses que tout le monde peut comprendre très simplement. Lorsque vous avez des ressources humaines limitées, des ressources financières, matérielles limitées, si vous avez 25 institutions, vous les dispersez dans les 25 institutions. Si vous en avez une ou deux, vous les regroupez dans ces deux. Et il vaut mieux que d'ailleurs les deux aient des fonctions différentes. Comme ça, vous pouvez réellement travailler à une rationalisation de l'utilisation de vos ressources. Donc le G5 Sahel aurait, à mon avis, dû être conçu dès le départ un peu comme un programme qui serait institutionnellement accroché à une institution existante. La CEDEAO existe depuis longtemps. Bien sûr, il y a 2 pays du G5 Sahel qui ne sont pas membres de la CEDEAO, mais il y a plusieurs moyens d'accrocher un programme et d'intégrer des pays, disons, du voisinage de la CEDEAO. Cela aurait pu se faire. Ça aurait au moins donné le signal très clair aussi au niveau international, disons, d'une unité d'action régionale face à cela. Dès le début, on devait savoir, évidemment, qu'en dispersant les groupes armés au Mali, le risque était très fort qu'on ait des attaques terroristes non seulement au Mali, mais aussi dans les pays voisins et dans les pays côtiers. Grand Bassam en Côte d'Ivoire, ça fait déjà plusieurs années. Donc, le débordement vers les pays côtiers, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, la légitimation de la CEDEAO, elle était là depuis le début et elle revient seulement maintenant. Mais pour revenir au G5 Sahel, je suis aussi quelqu'un de réaliste. Dès lors que l'institution existe, il faut l'accompagner. Il ne s'agit pas de continuer à la critiquer, mais il faut faire en sorte aujourd'hui qu'elle soit, disons, dirigée spécifiquement vers un mandat plus précis et qu'elles reçoivent le soutien de l'ensemble de la CEDEAO. Je crois que le sommet a réaffirmé ce soutien-là au G5 Sahel. Mais il faut être très clair. Je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire l'économie de parler de gouvernance politique dans la région. Ce qu'on voit aujourd'hui, lorsque je regarde les images des villages qui ont été martyrisés au Mali ou même au Burkina Faso, ce qui me choque, ce n'est pas simplement le niveau de violence, c'est aussi le niveau de
dénuement. On voit des villages qui n'ont manifestement pas varié physiquement depuis plusieurs décennies, alors que les capitales ont quand même un peu changé. Donc ce qu'on voit aujourd'hui dans la région, c'est quand même aussi le résultat de 2-3 décennies d'une gouvernance qui n'a pas été dans le sens de l'intérêt général de toutes les populations, et c'est ça qu'il faut corriger. Merci Julie Yabi, merci donc mon colonel. C'est la fin de ce Talk Afrique qui avait l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Ousseynou Pouye, colonel à la retraite, ancien expert paix et sécurité des Nations Unies, mais également de l'Union africaine. Avec nous également Dr Gilles Yabi, consultant indépendant d'analyse des conflits, président fondateur du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Waki. Merci donc d'être venu sur le plateau de Médian TV Afrique. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.